Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Une élection censée acter la fin de la transition. Les Tchadiens sont allés voter ce lundi pour élire leur nouveau président. Les électeurs devaient choisir parmi 10 candidats, dont le président de transition Mahamat Idriss Déby. Le déploiement de 540 gendarmes sénégalais en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Ils intégreront la MINUSCA et la MONUSCO. Un déploiement prévu entre le 8 et 12 mai. Et puis prévention des inondations au Kenya. Le président William Ruto a annoncé quelques mesures alors que le pays est touché depuis le mois de mars par des pluies diluviennes, des intempéries qui ont fait plus de 200 morts. Mais tout d'abord, retour sur ce jour de vote au Tchad. Quelques 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce lundi pour élire leur nouveau président. Un scrutin déterminant pour l'avenir du pays puisqu'il doit mettre fin à 3 ans de transition. Une transition mise en place en 2021 après la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. Le bilan de cette journée dans ce sujet de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Gladys Leboudard. C'est leur premier vote depuis 3 ans. Plus de 8 millions de Tchadiens avaient rendez-vous aux urnes ce 6 mai 2024 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le scrutin devrait mettre fin à la transition politique entamée après le décès tragique de l'ancien président Idriss Déby Itno en avril 2021. À N'Djamena, les électeurs sont sortis très tôt pour voter leur champion parmi les 10 prétendants à la magistrature suprême. Un devoir civique qui a drainé les foules dès l'ouverture des bureaux de vote, comme ici dans le 2e arrondissement de la capitale tchadienne. Je suis venu accomplir mon devoir civique, je suis venu voter et je pense que la foule est sortie massivement pour venir voter, accomplir leur devoir civique. Car tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dès 7 heures. Et je pense que la population est sortie massivement pour venir accomplir son devoir civique pour choisir librement son candidat. Et c'est la première fois que nous voyons tant de mobilisation pour une élection présidentielle. Un président de la République qu'ils veulent soucieux du bien-être des Tchadiens. Car au-delà de la fin de transition, les Tchadiens plébiscitent un projet de société adapté aux défis du pays, comme l'accès à l'eau, à l'énergie ou encore la lutte contre la vie chère. Depuis 5 heures du matin, je suis venu attendre pour voter mon président. Nous avons pu voter maintenant grâce à cette carte électorale que je vous montre. Cependant, nous espérons que le nouveau président fera tout pour lutter contre la cherté de la vie. Moi, j'habite le quartier de Béguinage, mais je n'ai ni eau ni électricité et c'est depuis 10 ans que je suis ainsi. Que le nouveau président pense aux vulnérables. De Moundou à Dourbali, ce premier tour de la présidentielle s'est déroulé sans incident à travers le pays. La plupart des Tchadiens appellent les candidats à la retenue pour éviter tout conflit post-électoral. L'organe chargé des élections a aussi appelé les délégués des candidats à ne pas photographier ou diffuser les procès-verbaux sur les réseaux sociaux pour éviter les fake news. Dans l'actualité également, le Rwanda contre-attaque après les accusations des États-Unis relatives à un bombardement survenu en République démocratique du Congo. Le 3 mai dernier, plusieurs camps de déplacés situés dans l'est du pays ont été bombardés. Bilan, selon l'UNICEF, au moins 12 morts et 30 blessés. Parmi les sites attaqués, celui de Mugunga, à Goma, dans la province du Nord Kivu. Une attaque condamnée le lendemain par les États-Unis, qui ont accusé les forces armées rwandaises. Des accusations fermement rejetées par la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Sur les réseaux sociaux, le 4 mai, elle a défendu les forces armées rwandaises, affirmant qu'il s'agit d'une armée professionnelle qui n'attaquerait jamais un camp. Le Sénégal renforce son contingent au sein de la MINUSCA et MONUSCO. Le pays va déployer en Centrafrique et en République démocratique du Congo 540 gendarmes, dont 109 femmes. Ces troupes seront déployées le mois prochain pour des missions de protection de civils notamment. Plus de précisions avec Fatma Nyang. Dans l'optique du maintien de la paix en Centrafrique et en République démocratique du Congo, le Sénégal envoie un total de 540 gendarmes, dont 109 femmes, dans les deux pays. Ceci rentre dans le cadre des missions des organisations onusiennes MONUSCO et MINUSCA. Les unités qui se tiennent devant vous,
viennent de parachever une préparation pré-déploiement de 3 mois. Elles sont composées des 3 unités constituées de police de stabilisation, communément appelées FPU, réparties comme suit. Une FPU, la 5e du genre, en partance pour la MINUSCA, en République centrafricaine, et 2 FPU, les 17e, destinés à la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ayant reçu le drapeau national du Sénégal des mains du général Papa Diouf, haut commandant en second de la gendarmerie nationale, ces 3 contingents seront chargés de relever leurs camarades qui étaient dans ces lieux d'opération pendant 1 an. Mesdames, Messieurs les militaires du contingent, vous voici donc désormais bien outillés pour prendre part avec efficacité aux activités des composantes police de la MINUSCA et de la MONUSCO. Vos principales tâches concerneront la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de sécurité et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire sur les théâtres où vous serez déployés. S'adressant aux militaires du contingent, le haut commandant en second de la gendarmerie nationale a eu à préciser qu'ils n'useront de la force légitime que de manière graduée, proportionnée et adaptée conformément aux conventions internationales, mais surtout en dernier recours comme le dernier argument quand tous les autres moyens auront échoué. L'actualité nous emmène également au Mozambique où le parti au pouvoir prépare déjà le terrain à l'approche des élections du 9 octobre. Le Frelimo, Front de libération du Mozambique, a désigné son nouveau leader. Il s'agit de Daniel Chapo, l'ancien professeur de sciences politiques, était en lice aux côtés de 3 autres candidats. Jusqu'ici, il occupait le poste de gouverneur de la province d'Inhambane au sud. À 47 ans, Daniel Chapo se présente comme le candidat de l'unité. Il pourrait succéder au président sortant Filipe Nyusi à la tête de l'État. Notons que selon la constitution mozambicaine, ce dernier ne peut prétendre à un 3e mandat. Transformation, protection de l'emploi et diversification des produits, telles sont entre autres les stratégies mises en œuvre par les autorités sud-africaines pour redresser l'industrie de la canne à sucre. Une industrie qui a vu ses revenus diminuer au cours de ces dernières années. Le gouvernement mise donc sur ce plan pour attirer les investissements. Catherine Gombe. L'industrie sud-africaine de la canne à sucre a connu une forte baisse de ses revenus ces dernières années en raison des importations de sucre bon marché qui ont inondé le marché local, mais surtout des grèves de petits producteurs qui estiment être laissés pour compte. En réponse à ce défi, le président Cyril Ramaphosa a annoncé lors de son adresse à la nation en janvier 2024 un plan directeur de la chaîne de valeur pour l'industrie visant à aborder la transformation, la protection de l'emploi et la diversification des produits afin d'attirer de nouveaux investissements qui optimiseront son efficacité, son efficience et sa compétitivité. L'industrie sucrière est structurée de telle sorte qu'il n'y a que 2 organisations représentant les agriculteurs locaux. Il s'agit de Cane Growers et de l'association des usiniers de Sasma. Elle prélève donc les cotisations des industries sucrières pour soutenir ces organisations. Lorsque la SAFTA a été créée, il était question qu'elle partage avec nous les cotisations. C'est de là qu'est venue la grande résistance. La nouvelle réglementation nous confère le même statut qu'eux et nous percevons des cotisations de l'industrie sucrière pour payer les membres de notre personnel qui font le travail sur le terrain. Selon le rapport annuel 2022-2023 des producteurs de canne à sucre d'Afrique du Sud, la flambée des coûts des intrants a rendu l'environnement opérationnel difficile dans l'industrie sucrière. Le coût des carburants et des lubrifiants a augmenté de 12%, celui des engrais de 34% et celui de l'irrigation de 45%. De plus, l'augmentation moyenne en combinant tous ces intrants a été de plus de 11%. Et ce, alors que l'augmentation des prix du sucre a été limitée à 7% sur la durée du plan directeur de la chaîne de valeur de la canne à sucre jusqu'en 2030. Le plan devrait contribuer à l'augmentation de 15% des ventes locales, à l'augmentation de 22% de la pénétration directe du marché et à l'augmentation de 7% de la fabrication de boissons gazeuses et de l'achat de sucre local. Notre avenir réside dans le fait que les petits planteurs jouent un rôle fondamental et actif dans la chaîne de valeur du sucre.
L'industrie sucrière sud-africaine associe la culture de la canne à sucre à la production de sucre brut et raffiné, de sirop, de sucre spécialisé et de sous-produits, se classant parmi les premiers producteurs mondiaux de sucre de haute qualité à des coûts compétitifs. Sur la base des ventes du sucre dans la région de l'Union douanière d'Afrique australe SACU et des exportations vers d'autres marchés, l'industrie devrait générer un revenu direct annuel estimé à 756 000 millions de dollars. Cela inclut la valeur de la production de canne à sucre en Afrique du Sud qui s'élève, elle, à 270 millions de dollars. Le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir au Kenya. Depuis le mois de mars, le pays fait face à des pluies diluviennes amplifiées par le phénomène climatique El Niño. Des fortes précipitations qui ont contraint le président William Ruto à placer le pays en état d'alerte le 3 mai, avant l'arrivée du cyclone Idaya. Dans son discours, le chef de l'État a aussi annoncé quelques mesures pour réduire l'impact des inondations. Un sujet de Sarah Yemele commenté par Bibou Absan. Au Kenya, le gouvernement a adopté des mesures globales pour atténuer les effets des inondations qui ont déplacé environ 131 450 personnes entre mars et avril 2024. Dans son discours à la nation du 3 mai 2024 à Nairobi, le président William Ruto a réitéré l'engagement du gouvernement à assurer une réponse efficace à la crise suite au rapport météorologique prévoyant une augmentation des précipitations. Les ministères, départements et agences doivent travailler avec le Centre national d'opération en cas de catastrophe et les agences de sécurité pour assurer une gestion efficace de la crise. Our country must act decisively and swiftly to mitigate. Le gouvernement a recensé 178 barrages et réservoirs d'eau situés sur des terrains publics et privés dans 33 comtés qui sont déjà pleins et présentent un danger imminent pour l'adaptation des établissements et des populations. Imminent danger to adjacent settlements and people. Le gouvernement, dans le cadre de ses approches de lutte contre le changement climatique et d'atténuation des effets des inondations au Kenya, exhorte les citoyens à maintenir et à intensifier la réponse positive au plan de restauration de l'écosystème qui vise à faire pousser 15 milliards d'arbres à l'échelle nationale au cours des 10 prochaines années. We must therefore remain committed to confront this existential challenge. Nous devons donc rester déterminés à relever ce défi existentiel et le faire rapidement. Il est impératif que nous donnions la priorité aux efforts de conservation de l'environnement et que nous mettions en œuvre des efforts agressifs de reforestation et de restauration des zones humides de l'Ouest. Des preuves scientifiques indiquent que la restauration de notre habitat naturel est notre meilleure défense contre l'escalade des phénomènes météorologiques. Les inondations au Kenya ont coûté la vie à plus de 200 personnes et laissé des dizaines d'autres disparus. Cependant, le département météorologique du Kenya et le centre d'application des prévisions climatiques de l'autorité intergouvernementale pour le développement ont averti que le Kenya pourrait être confronté à son tout premier cyclone. À cet effet, le gouvernement appelle à la collaboration entre les gouvernements, les comtés, les secteurs privés et les partenaires du développement, ainsi qu'à la surveillance des barrages et autres réservoirs d'eau. Et par mesure de précaution, les écoles restent pour l'heure fermées au Kenya. Selon le ministère de l'Éducation, les fortes pluies ont causé d'importants dégâts dans certains établissements scolaires. Toutefois, il assure que les élèves rattraperont les jours perdus. Un mot de sport pour finir avec les Jeux Olympiques de Paris qui approchent à grands pas. La flamme olympique doit arriver à Marseille ce 8 mai, à 2 mois du coup d'envoi. L'enjeu est grand pour les athlètes africains qui espèrent amener davantage de médailles que lors des JO de Tokyo. Le continent avait, rappelons-le, décroché 37 médailles. José Douglas. La ville Dar es Salaam, en Tanzanie, a été le seul pays africain à avoir passé la flamme olympique qui est attendue en France ce mercredi 8 mai, à Marseille précisément, signe que les JO ne sont pas loin et les autorités s'activent pour avoir des infrastructures prêtes au bon moment. On commence quand même à sentir si l'ambition de livrer des jeux extraordinaires ou d'aller chercher une médaille quand on est athlète, si on est dans la bonne direction. Aujourd'hui, cet indicateur, il est là. L'ambition est toujours présente, la confiance également, la détermination. Quand on est athlète à 100 jours des Jeux, on sait que rien n'est fait et qu'il faut rester très humble, très concentré sur la livraison.
La France va accueillir plusieurs délégations du monde entier sur son territoire pour ces JO. Certaines débarqueront ou sont déjà sur place pour des stages de préparation pour s'acclimater, se préparer au mieux pour réaliser des Jeux au sommet. Plusieurs centres doivent répondre aux caractéristiques techniques pour l'accueil, hébergement, restauration, transport et sécurité. Nous serons prêts, tout a été anticipé. On a anticipé sur les aspects logistiques, sur les aspects des tenues, parce que quand vous avez 560 athlètes, 650 accompagnants, plus de 1200 personnes, il y a quand même un petit peu de logistique à gérer derrière tout ça. La tâche, je trouve que même qu'elle est exaltante, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on attend ces Jeux depuis 100 ans. Les Jeux Olympiques, c'est un moment extraordinaire. Pour l'heure, nous ne disposons pas de la liste définitive de nos athlètes qui participeront à ces Jeux Olympiques, car il y a encore dans certaines disciplines des épreuves de qualification. Le Kenya s'était octroyé la plus grosse part de médailles en 2021 sur les 37 au total. Prochainement, nous reviendrons sur nos chances de médailler et notre continent devrait aussi se faire respecter pour éviter la mésaventure d'Eric Moussambani, le nageur de la Guinée équatoriale au JO de Sydney en 2000, qui est arrivé dernier sur 100 mètres, nage libre, à 1 minute 52 car il ne savait pas nager. Le continent, représenté auprès du CIO par l'ACNOA et son président, M. Moustapha Beraf, porte-parole des 54 pays du continent africain, et nous aurons la Maison de l'Afrique située à 2 pas du village des athlètes et du Grand Stade de France à Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.